Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE Clermont. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la définition de ce qu'est le développement durable. Vous avez déjà eu un certain nombre d'éléments et je vais vous proposer de réfléchir au concept de développement durable. Je passe sur le rapport Brundtland sur lequel vous avez déjà eu toutes les informations. Je n'insiste pas sur la question des besoins, à distinguer impérativement des envies. Donc tout ça, c'est le rapport Brundtland, je ne reviens pas dessus. Notons bien quand même que le rapport Brundtland, c'est 1987. Nous sommes pratiquement 40 ans après. Je vais mettre, moi, du sens sur les mots, sans aller à des résultats de recherche, en regardant simplement le dictionnaire. Si je prends la question de la croissance c'est une augmentation de, aussi bien en économie qu'en biologie. Le développement, c'est une transformation de, aussi bien en économie qu'en biologie. Il convient donc déjà, pour nous tous, de nous mettre d'accord sur le sens des mots. On ne peut pas confondre croissance et développement. Et nous devons reprendre les personnes qui feraient cette confusion. Sur le terme de durable, en anglais, sustainable, en anglais, je tiens par en dessus avec très peu d'efforts. Ce mot n'existe pas en français. On a donc été obligé d'inventer des mots. Soutenable. Mais soutenable, porté à bout de bras, ça passe pas très bien. Alors, en fait, quand on n'arrive pas à trouver un mot qui a suffisamment de subtilité, on prend un mot qui ne veut rien dire. Durable, ça veut dire qui dure. Et effectivement, la recherche a dû se saisir de ce mot pour parler de durabilité, pour parler des sciences de la durabilité. Mais la recherche s'est intéressée à cette question de la durabilité bien après que ce mot n'ait été employé. Ce qui a fait le succès du développement durable, ne nous en cachons pas, c'est ce schéma que vous voyez disposé un petit peu partout. Le développement durable serait le compromis entre l'économie, la société et l'environnement. Ce qui a fait le succès du concept dans les années 87, avant même les années 87, c'est qu'il propose une vision synthétique de 3 champs disciplinaires qui peuvent s'avérer être complémentaires. Derrière, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce schéma, nous étions tous très contents en termes de recherche, car nous trouvions que, enfin, nous avions un modèle qui nous montrait qu'il était possible d'avoir une vision consensuelle, partagée entre l'économie, la société et l'environnement. Nous avons assez rapidement déchanté en nous apercevant qu'il y avait de nombreuses dérives sur le sens. Par contre, ce qui est indéniable, c'est l'avantage, l'impact communicationnel de ce schéma qui effectivement est mémorisable par pratiquement tout le monde. Même si on ne se rappelle pas le vivable, le viable, l'équitable, en fait, selon moi, ça n'a pas un très grand intérêt. Donc je ne suis pas en train de dire on va jeter ce schéma à la poubelle, je dis simplement ce schéma a 40 ans. Ce schéma a montré ses limites que je vais maintenant vous exposer. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, bien évidemment. Faiblesse conceptuelle. On a tendance à mettre, dès qu'on mélange un peu d'économie, de société, je vous ferai l'exemple dans un instant, et de l'environnement, on a l'impression qu'on fait du développement durable parce qu'on a pris un zeste d'économie, de société et d'environnement. En fait, c'est complètement ridicule. De nombreux concepts sont peut-être en économie, la loi de l'offre et de la demande, mais ne sont absolument pas dans le durable. Et on pourrait prendre un très grand nombre de concepts d'économie, de société ou d'environnement, qui sont des concepts en écologie, en économie, dans les sciences sociales, mais qui ne sont pas des concepts liés au développement durable. Et oui, nous avons un problème là-dessus, c'est que nous aurions bien aimé avoir un consensus, c'est-à-dire avoir ce durable. Mais en fait, quand on regarde de près, il est rarissime de trouver des exemples de développement durable. Dès que vous trouvez un exemple, vous vous apercevez qu'à court terme ou à long terme, il ne marche pas. Et en fait, on a eu
pour partie à cause de ce schéma, des pertes de sens, des dérives, où tout le monde mettait ce qu'il voulait dans ce schéma. D'autant que certains ont confondu croissance et développement. Et donc pour eux, c'était quoi le développement durable? C'était la croissance qui continue de durer. Alors évidemment qu'on peut être d'accord sur de telles bases. Allons plus loin maintenant. Si ce schéma était le schéma des années 85 à 90, Brundtland, très rapidement, on s'est intéressé à lui apporter un certain nombre de points de réflexion, telle la gouvernance. On l'a fait évoluer, comme tout concept ou oxymore, on y viendra. On a défini la gouvernance comme mettant les interactions entre les choix politiques, les choix éthiques, pour définir ces zones d'intersection. On a placé ce schéma dans le présent et dans le futur. On a planté le décor aussi sur le plan spatial, local, mondial. Et effectivement, on a continué de faire évoluer ce schéma. Le problème de ce schéma, c'est que lorsque le paradigme devient de plus en plus complexe, au bout d'un moment, il est trop complexe, il n'est pas manipulable et on n'y comprend pas forcément grand-chose. Alors, je voudrais vous faire une première critique de ce schéma. Est-ce que le développement durable, c'est aller prendre dans une bibliothèque un certain nombre de bouquins, un certain nombre de concepts, de tartiner une couche d'économie, de tartiner une couche de social, une couche d'économie, une couche de social, une couche d'économie, et au-dessus, on met une couche de verdure, une couche d'environnement. Ben ça, c'est du greenwashing. C'est absolument pas en tartinant des couches, en mettant des contenus, que l'on arrive à faire du développement durable. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ait pas besoin, nous sommes bien d'accord. Nous avons besoin de ces concepts, mais nous avons aussi besoin d'être capables de trier les concepts qui sont vraiment dans le développement durable, et pas ceux qui sont hors sujet. Et donc, il y a un premier savoir-faire. C'est comme si je prenais de l'huile, de la moutarde, du vinaigre, je touille, je fais une vinaigrette. Si je mets trop de société ou trop d'économie, ça aura plus ou moins bon goût. Donc, en fonction des proportions, j'obtiendrai ma vinaigrette. Mais en fait, le développement durable, désolé pour cette métaphore culinaire, le développement durable, c'est plutôt un tour de main. C'est d'être capable d'aller chercher les bonnes informations, de les associer, d'avoir suffisamment de sens critique pour être capable d'en éliminer certaines, d'en discuter d'autres, d'en faire évoluer certaines. Et en fait, c'est plutôt un tour de main, le tour de main nécessaire pour faire une mayonnaise. Donc le développement durable n'est pas uniquement un ensemble de savoirs, c'est aussi un certain nombre de savoir-faire dans le choix, l'association des concepts. Mais c'est aussi des savoir-être. C'est aussi un positionnement en termes d'attitude. Une attitude fondamentale étant l'honnêteté, étant l'intégrité. Si j'avance là-dessus, alors quelle est ma définition de développement durable? Eh bien, le développement durable, c'est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Mais la question maintenant se pose de savoir, mais alors c'est quoi vos savoirs, savoir-faire, savoir-être? Parce qu'en fait, ça correspond à des définitions de compétences. Avant de vous proposer la vision compétence, je voudrais vous montrer qu'à l'échelle de la Terre, tout le monde n'est pas du tout d'accord avec le schéma des trois sphères que vous voyez un peu partout en France. Dans les courants d'éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire dans le Canada francophone ou dans l'Amérique du Sud, dissocier l'économie du social semble complètement ridicule. Et effectivement, dans les courants d'éducation relative à l'environnement, on veut bien considérer qu'il y ait une intersection entre le socio-économique et l'environnement, mais séparer la sphère économique n'a vraiment aucun sens sur le plan intellectuel. Dans les courants d'éducation relative à l'environnement, on ne voit pas du tout les trois sphères. On se pose la question de la sphère de l'individu, soi-même, mon identité. La sphère des autres personnes, l'altérité, et la sphère de l'environnement. Et on considère qu'il n'y a de personne que si cette personne est incluse dans une société et incluse dans l'environnement. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la distinction des trois sphères sociales, économiques et environnementales.
Il existe donc d'autres modes de pensée à l'échelle de la Terre. On avait déjà vu cette question-là. Certains courants ne séparent absolument pas en socio-économique environnemental, mais séparent les questions en mélangeant tous ces aspects dans le champ des sciences, dans le champ de la société, dans le champ des savoirs scolaires ou universitaires. Et en fait, la question n'est pas la nature des savoirs, mais l'endroit où ces savoirs se situent. Dans le modèle qui a été globalement adopté à l'échelle des universités et des grandes écoles, nous sommes plutôt sur un modèle compétence. Je le fais dans une version 30 secondes. Être capable d'envisager le développement durable, c'est avoir une vision systémique, c'est-à-dire voir les choses dans leur ensemble. C'est aussi avoir une vision prospective, où on n'est pas uniquement dans la poursuite de l'actuel, mais on intègre les incertitudes qui nous permettent de passer sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore. C'est d'intégrer la question des changements, qu'ils soient individuels ou collectifs, afin d'exercer notre responsabilité dans un cadre éthique. Allons un peu plus loin sur ce modèle. En termes systémiques, voir les choses dans leur globalité. Prenons un exemple. Si je m'intéresse à la question du tri des déchets, est-ce que j'ai apporté une vision systémique sur cette question? Bien sûr que non. Si je vois le tri des déchets comme étant un problème, je regarde ça par le petit bout de la lorgnette. Le regarder de façon systémique serait d'intégrer la question de la consommation, productrice de déchets, et de la production. Et effectivement, quand on pose très mal un problème, on est sûr d'apporter des solutions à la gomme. Donc, globalement, avoir une vision systémique, c'est ce qui va permettre de voir les choses dans leur ensemble pour poser les bons problèmes. Si maintenant, je vois cela de façon prospective, on va distinguer ce qui se passe comme avant, on va intégrer les échelles de temps, à 20 ans, 30 ans, 50 ans. À 20 ans, 30 ans, on a une petite idée de ce que ça peut donner, mais dès qu'on inclut, et encore, avait-on prévu les crises Covid, avait-on prévu les crises subprimes, avait-on prévu même la crise climatique? Bon, toutes les crises qui nous sont arrivées sont des crises qui étaient totalement dans l'incertitude. Et donc, il y a une rupture entre la vision prospective du monde, qui intègre les incertitudes, et la vision où on continue de faire comme avant, ce qu'on appelle la vision en perspective. Les changements. Les changements, ils peuvent être subis ou choisis, ça change tout. Ils peuvent être perceptibles ou non. L'exemple des changements climatiques en est un bon exemple. Tant qu'on n'a pas perçu les changements climatiques, on n'a pas voulu les percevoir, effectivement, on n'a pas réagi. Ils peuvent être réversibles ou non. Maintenant, il y a cette question des différents types de changements, mais il y a aussi la question de la nature des changements. On peut avoir des changements qui vont nécessiter de simples adaptations. Je peux m'adapter au changement climatique d'aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je peux essayer d'atténuer le changement. Je vais éventuellement réduire ma consommation énergétique, vous l'avez vu dans d'autres parties de ce module. Je vais atténuer mon effet, je vais, mettons, consommer moins d'énergie, rejeter moins de gaz à effet de serre dans toutes leurs dimensions. Je peux même essayer d'améliorer, de faire moins pire. Mais en fait, dans ces trois cas de figure, je continue de faire comme avant. Je ne sais pas tout à fait si je vais droit dans le mur, mais en tout cas, je sais que je vais dans une direction donnée et je vais simplement essayer de ralentir, d'aller moins vite, de faire moins pire. Par contre, de véritables ruptures, c'est avec les transformations. Ces changements sont-ils individuels ou sont-ils collectifs? Le problème ne se pose pas. C'est pas individuel ou collectif, c'est les deux. Je ne vais pas développer ici, ce sera le cas dans une prochaine vidéo. Ce que je vais développer ici, c'est simplement un exemple. Nous sommes en train de passer d'un monde de compétition à un monde de collaboration, coopération. Et effectivement, ce passage d'un monde à un autre repose sur le développement d'un certain nombre de compétences, individuelles et collectives. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour exercer notre responsabilité. Exercer notre responsabilité, c'est bien beau, on a des lois.
on a des règles, on a des normes qui sont parfois descendantes, mais qui, comme on l'a vu précédemment, c'est pas parce qu'on a un panneau de 80 qu'on va le respecter. Donc c'est à la fois la responsabilité sociétale des entreprises comme on a dans un certain nombre de grandes écoles, mais aussi l'éthique des personnes. Et là, effectivement, on a une ligne de rupture. Exercer sa responsabilité, c'est faire ce qu'on peut de là où on est, avec le pouvoir qu'on a. Et on n'a pas tous le même pouvoir d'action. Et effectivement, ça, c'est ce qui va faire qu'on va être d'accord ou pas d'accord sur la finalité de notre action. Car là, comprenons-le bien, nous sommes ici, en prospective, en systémique, en train de nous poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Dans les compétences en termes de changement individuel et collectif, nous sommes en train de nous poser la question de comment on fait. Là, en responsabilité, nous sommes en train de nous poser la question de vers quoi je vais et pourquoi j'y vais. Et là, ça pose la question des valeurs. Et ça nous ramène automatiquement à l'un des aspects fondamentaux des éducations A. Pour résumer ceci, le développement durable est-il un concept ou un oxymore ? Pour moi, au final, c'est plutôt un oxymore. Mais par contre, nous devons mettre du sens sur les mots. Le développement durable, vu comme un compromis entre les trois sphères, j'en doute fortement. Ou alors, trouvez-moi un exemple, je suis prêt à l'écouter. Centré sur les savoirs, je n'y crois pas un seul instant. Ce n'est pas une accumulation de savoirs. Donc effectivement, on ne résoudra pas le problème du développement durable avec de simples enseignements Vous avez vu qu'il existe d'autres cadres de lecture, l'éducation relative à l'environnement canadienne ou d'Amérique du Sud, les questions socialement vives qu'on a d'ailleurs sur ces deux continents, comme on les a aussi en Afrique et en Europe. Le développement durable, non pas vu comme un processus et pas comme un ensemble de contenus. Si c'était qu'un ensemble de contenus, ce serait facile. Je fais un module, je mets une série de contenus dans des tiroirs et vous apprenez. Le développement durable vu comme un ensemble de compétences. Oui, effectivement, on va aller plus loin que ces blocs de compétences dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Quel lien avec les 17 objectifs de développement durable ce sera pour la dernière visio que vous aurez. Merci de votre attention. À venir, compétences et objectifs de développement durable. Merci.